Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent. Aujourd'hui, je suis content d'interviewer Rémi Rivas. Bonjour Rémi. Bonjour Laurent. Comment vas-tu ? Écoute, pas trop mal, je te remercie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Design Sprint, comme c'est écrit dans le titre. Mais avant, j'aimerais savoir un peu plus sur toi, Rémi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Rémi Rivas. Donc, je suis designer consultant, cofondateur d'une structure qui s'appelle Ignited Kingdom, où on enregistre aujourd'hui, qui est un cabinet de conseil dans le Sentier. Donc, avec mon associé, Mathias Abrahamovic, nous, en fait, on structure et on accompagne les démarches d'innovation des grands groupes, des startups, de certains organismes publics aussi. D'accord. Et donc, on utilise des outils issus du monde du design et du conseil et de l'intelligence économique et de bien d'autres disciplines encore, dans formaliser les intentions, ce que les personnes cherchent à accomplir, ensuite faire des diagnostics et des études d'opportunité, et ensuite les guider à travers, à la façon de designer, en fait, cette démarche de conception tellement particulière qui concerne comment imaginer et lancer des nouveaux produits, des nouveaux services. D'accord, très bien, merci. Je t'en prie. Pourquoi es-tu devenu designer ? Tu m'avais demandé de préparer la réponse à la question, alors j'avais mis pour être payé pour inventer et concevoir et sortir des trucs qui n'existent pas. Et je pense qu'en fait, fondamentalement, c'est ça, tu sais, c'est comme tous les gamins en quelque sorte, c'est, tu sais, vraiment le kiff d'être payé pour te dire ça pourrait exister, on va faire ce qu'on peut pour voir si ça marche en vrai, tu sais. Et Ouais, donc, je trouve que être designer, c'est un de ces métiers comme ça, en fait, qui a une posture magnifique, en fait, où il faut toujours te demander, tiens, personne n'a essayé de le faire, mais si on essayait quand même, quoi. Tu vois, et je trouve ça assez grisant, en fait, comme sensation. Et qu'est-ce que le design représente aujourd'hui pour toi ou pour ta société ? En fait, je pense que le design, c'est assez particulier. Je pense que c'est une discipline qui est encore très majoritairement très mal comprise par beaucoup de gens qui assimilent trop vite le design avec la forme, en fait. Tu sais, vraiment en disant de quelque chose que c'est design ou ça n'est pas design, ou que le design, c'est la couche superficielle, la représentation définitive du truc. Et en fait, moi, plus je me nourris de design et plus je me forme là-dessus et plus je continue à m'instruire à ce sujet. Et pour moi, en fait, le design, ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, c'est une démarche de formalisation avec, si tu veux, mille et une manières, mille et un outils de graviter autour d'une situation, de diagnostiquer, de, en fait, comprendre des implicites, des choses, voilà. Et puis, en fait, pour se dire finalement, tiens, c'est inattendu, c'est pas ce qui serait venu directement à l'esprit, c'est une manière de résoudre un problème qui est assez, c'est un pas de côté, c'est quelque chose de différent. Tiens, et finalement, si on le formalisait, si on le testait, et pour se rendre compte parfois que c'est les solutions les moins évidentes, les moins attendues, mais parfois aussi les moins onéreuses ou les plus rapides à mettre en œuvre, qui peuvent significativement changer des situations. Moi, c'est comme ça que j'interprète le design. D'accord, donc ça se rapproche effectivement de pourquoi es-tu devenu designer avec Voilà. le rêve d'enfant derrière. C'est ça. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est donc, on va parler donc de design sprint ou comment hacker un design sprint ou des design sprints. Est-ce que le design sprint, c'est la formule 5 jours, est-ce que c'est la formule idéale ? Voilà, en tout cas, donc, est-ce que d'abord tu pourrais nous dire, Rémi, s'il te plaît, qu'est-ce qu'un design sprint ? Alors, mon Dieu, alors ça, tu vois, c'est le truc, s'il n'y avait qu'une seule réponse. Alors, en fait, la notion de sprint, alors moi, je ne suis pas un expert stricto sensu du design sprint, hein, il y a des gens autrement plus qualifiés et experts que moi du sujet, vraiment, mais donc la notion de design sprint, en fait, elle a apparu, alors de mémoire, je vais dire des bêtises, il y a un ouvrage du MIT qui la mentionne à partir de la fin des années 90. Donc en D'accord. fait, il y a déjà eu un premier ouvrage sur le sujet. Elle a vraiment explosé au moment où en fait Jake Knapp a fait un vrai travail de vulgarisation, de théorisation, de formalisation quand il bossait avec Google pour Google Venture. Et donc en fait là, ce qui est assez dingue, c'est le bouquin Sprint qui est sorti il y a quoi, il y a 5 ans maintenant, un peu plus. Oui, je crois, ouais, c'est ça. Et où là, en fait, on te dit, voilà un calendrier type pour organiser 5 jours
d'un atelier de conception accélérée où on reprend un ensemble de démarches, un ensemble d'étapes qui en fait sont très proches de la philosophie initiale du design centré utilisateur ou du design thinking, où on va expliciter une situation et son contexte, fouiller, modéliser pour se mettre d'accord sur une représentation de cette situation et des problématiques auxquelles on fait face, prioriser pour choisir les axes et les enjeux de résolution prioritaires, cultiver une disparité de réponses pour aller chercher des éléments d'inspiration dans beaucoup de possibilités, et puis formaliser très vite de façon à tester le dernier jour et valider ou invalider des hypothèses de conception. Donc en fait, c'est un format qui est très intéressant parce que d'un seul coup, avec ce bouquin et avec l'ensemble de ces consignes et tout ce travail didactique et pédagogique, il y a plein de gens qui se disent, mais en fait, on peut vraiment faire un workshop de 5 jours, bien préparé, avec les bonnes personnes dans la pièce, et où en bossant de façon cadencée et en changeant d'état d'esprit rapidement, on peut passer d'un diagnostic partagé le lundi jusqu'à des tests et des vérifications d'hypothèses le vendredi. Et donc, c'était un peu timide au début. Moi, j'ai eu la chance d'en entendre parler très tôt, non pas parce que j'étais en veille sur le sujet, mais parce que je connaissais des gens qui le pratiquaient au tout début. Et enfin, au tout début, quand ça commençait à sortir du bois, on va dire, Pauline Thomas du Laptop, pour ne pas la citer, Hélène Gunter de EDAC, et puis d'autres personnes. Joël Chilio aussi, à qui je fais un bisou, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, Joël. Mais qui sont les premières personnes à m'en avoir parlé il y a très longtemps. Et puis voilà, puis là on voit bien que c'est un peu le momentum où il y a plein de gens qui disent « Ah en fait, le design sprint c'est super cool, il faut en faire, il faut essayer » et que ça devient un truc qui se vend de plus en plus et qui est de plus en plus demandé par les clients auxquels ils ne sont pas insensibles dans tous les cas. D'accord. Donc ça, c'est la formule, on va dire, Jack Knapp Ouais. de Google Venture. Et comment, toi, tu travailles, comment tu disruptes un petit peu le design sprint, qu'est-ce qui se passe Alors ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, alors il faut que je parle de Steph Cruchon aussi, sinon il va m'engueuler. Parce que vraiment, il y a un gardien du temple sur le design sprint sous sa forme le plus pure, c'est Steph. Et moi, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Steph et on s'entend très bien à titre personnel. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est autant Steph... Juste un aparté, pardon. Donc Steph Cruchon, c'est donc Stéphane Cruchon qui est suisse, je crois. C'est absolument, tout à fait. Voilà, qui est suisse et qui a reçu l'année dernière donc Jack Knapp. Je crois que c'était à Paris, puis en Suisse, c'est ça, pour un workshop. Et en Suisse aussi, ouais. Et en Suisse également, et donc il a un site qui s'appelle designsprint.com, je crois. Le premier à s'être positionné sur l'URL. Très malin, Steph. Et non, et en fait, oui, tu vois, lui, il va t'expliquer que les 5 jours, et effectivement, je pense qu'il a raison, ça amène plein de valeurs, plein de trucs. En fait, le fait est que si tu es designer interactif, si tu es designer de service, si tu es UX designer, le recours à des workshops de conception, j'imagine que toi-même ça te parle si tu veux, on en faisait bien avant les design sprints sous des formes un peu plus modestes habituellement, on parlait plus de demi-journée, de journée, 2 jours max, mais qui étaient des formats dans lesquels on mettait des personnes dans des pièces pour prendre des décisions, pour prendre des orientations, pour tester des hypothèses, etc. C'était beaucoup moins formalisé, c'était beaucoup plus chaque situation son workshop, etc. Un peu plus brouillon, on va dire. Son format, etc. Ouais. C'est ça. Et en fait, ce que le sprint a amené, je pense, c'est vraiment une forme de crédibilité de cette typologie de workshop et aussi peut-être une promesse un peu forte parfois, parce qu'il faut vraiment que ça soit très bien fait, d'arriver en 5 jours à peine à formaliser un produit, une première version, quelque chose qui serait de l'ordre de l'implémentable ultérieurement. Hypothèse avec laquelle je suis un peu moins d'accord quand je vois comment certains sprints sont pratiqués aujourd'hui et comment ils sont vendus, mais ça on y reviendra. Et donc ouais, en fait le truc c'est... moi, je vois, depuis que le sprint a le vent en poupe et qu'on en parle beaucoup, je vois beaucoup de débats et de dialogues sur c'est quoi la forme correcte d'un sprint, est-ce que c'est 5 jours, est-ce que c'est 4 jours, combien de temps on doit passer sur chaque session, comme si c'était un peu comment on pourrait dire ça, des préconisations incontournables, des façons de faire qu'il s'agirait de respecter absolument. Et selon moi, en fait, tout l'intérêt d'un ou d'une designer, en plus d'accompagner des démarches de conception, en plus de savoir faire son métier, c'est aussi de se dire ça sert à rien de suivre procéduralement un truc, quoi. C'est en fait chaque atelier mérite d'être adapté selon ses contraintes. Enfin, il y a une forme optimisée d'atelier pour chaque typologie de situation qu'on croise et c'est pas 5 jours ou rien. En fait, il y a énormément de nuances au milieu et on peut s'amuser en s'inspirant des exercices du sprint qui sont très bien, mais en les complétant avec d'autres choses, en mettant des pauses, en mettant d'autres formes d'accomplissement. Imaginez des formats en fait de workshop qui sont tout aussi efficients et autrement plus adaptés parfois à des cas très spécifiques.
Oui, et puis en même temps, je pense que ça doit aussi quelque part s'adapter aux clients, aux conditions du futur produit ou de la future solution que l'on veut sortir. Voilà, il y a pas mal de critères aussi qui doivent entrer en compte, à mon Bien avis. sûr, parce qu'en fait, c'est vrai que le workshop, c'est très sexy pour le client, ça a le vent en poupe. On se dit, tiens, on va arrêter les réunions qui servent à rien, les chaînes de Hum, validation, les ralentissements des projets. En plus, le time to market, c'est critique maintenant. Il faut aller vite, il faut aligner tout le monde, il faut formaliser, il faut avancer. On va timeboxer tout ça pour que les gens, etc., ils gardent. Il y a un moment, un esprit d'équipe, quelque chose de l'ordre d'une fédération, d'un engouement. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que, enfin voilà, n'importe quel workshop bien fait, c'est ce que ça amène. Mais après, voilà, on peut se poser toute une série de questions. J'avais pris quelques notes en prévision de cette interview. C'est en fait la forme de l'atelier importe moins que le brief, tu viens de le dire. C'est-à-dire hum. que les clients n'ont pas la même demande, ils n'ont pas la même volonté de produire les mêmes types de services, ils ne partagent pas les mêmes diagnostics de base aussi. Donc, selon le degré de maturité de la réflexion et les informations dont on dispose, parfois c'est trop tôt pour faire un sprint, ou parfois il va falloir l'adjoindre à de la recherche utilisateur préalable, ou parfois on va solliciter des utilisateurs dans les premiers jours d'un sprint pour qu'ils viennent et qu'ils s'expriment de façon à ce qu'on puisse collecter ces données. Voilà, il faut adapter ça, forcément, ça Bien sûr, dépend de oui. l'information. La forme importe moins que le livrable, alors ça c'est l'autre bout. C'est un sprint, oui, mais pour sortir quoi? Par exemple, j'ai lu un très bon article que je te retrouverai et que tu pourras mettre en annexe si tu veux, il faut que je te retrouve l'auteur, mais qui était très bien. Lui, il disait, on va jusqu'au jour 4 et en fait, on arrête le prototypage à ce moment-là parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas parce que les gens peuvent pas être super pertinents pour faire du diagnostic, trouver des insights et des façons marrantes de le faire, qu'ils vont assimiler toutes les règles du design graphique et de la conception en un après-midi. Donc il dit, et le problème, il dit, c'est que quand on fait le prototypage et qu'on teste dès le lendemain, il y a la satisfaction de tester un truc qu'on a imaginé l'avant-veille, mais bah, souvent, c'est quoi les résultats du test? C'est bah, les boutons sont mal rangés, les trucs sont illisibles. Hum. Pourquoi? Parce que les règles fondamentales sont même pas respectées, parce que ces gens-là sont pas nécessairement des experts. Et donc là, il dit, par exemple, là, je fais une énorme pause, on fait un premier niveau de wireframing et des tests. Si ça marche, on fait une maquette de très belle qualité et des tests. Et on n'hésite pas à foutre des jours de boulot voilà, en studio, à l'ancienne, quoi, pour arriver avec des protos plus finalisés avant de faire les tests. Parce qu'il dit ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Ça dépend de ce qu'on teste. Mais si ça finit juste par en fait de la revue ergonomique, on a loupé quelque chose, quoi, Hum, grosso hum, modo. hum, hum, Donc il y a ça. Puis après, derrière ça, jusqu'à quel niveau de spécification on va descendre? Parce que et ça, c'est ma hantise. Et moi, je me bats contre ça. Je devrais me faire des t-shirts et des stickers tellement je me bats contre ça. C'est, moi, parce qu'il y a mais t'as pas idée, mais tu le sais, tu le sais. Je vais te dire un truc, tu le sais pertinemment. Des gens qui viennent te chercher en disant, il nous faut un atelier de conception. Tu dis, génial. Ils disent, ouais, on va mettre les gens ensemble, les aligner, on va décider ce qu'on doit faire. Et donc, bien sûr, avec Mathias, bon, bah, les deux premières questions d'habitude, hein, allez, les trois premières. Pourquoi la boîte fait ça? C'est quoi les bénéfices escomptés au sens global? Parce qu'un Ouais. atelier de conception, oui, mais en lui-même, d'accord. Deux, c'est quoi le diagnostic de départ et l'état de la recherche utilisateur qui vous permet de présupposer l'existence de problèmes qui doivent être résolus via un atelier? Parce que si on n'a pas d'input, il n'y aura pas d'output. Et après, derrière, qui va récupérer ce qui sort de là pour le changer en truc vrai? Hum. Parce qu'une maquette cliquable papier, c'est mignon, mais ça a pas, ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont changé la face du monde, tu vois. Avec ça. Et donc, des fois, les gars, ils nous disent, ah, mais on n'a pas d'enveloppe, on n'a pas de prod, on n'a pas de teco, c'est tout. Fait, bon, bah, remballe ton sprint. On s'en fout. Enfin, on va pas s'amuser à spécifier des trucs pour dire, ah, on a bien bossé, dis donc, et tout. Allez, high five, tout le monde. Puis après, les gens, ils ouvrent Outlook, et tu dis, mais ça servait à quoi, tu vois? Ouais. C'est un simulacre de team building, tu vois, mais c'est pas du tout la finalité du truc. La finalité derrière, c'est, t'as une maquette, ok, et si c'est validé, qui fait les specs, quel degré de formalisation, qui va faire l'ADA, qui va récupérer ça, qui va intégrer ça pour en faire un vrai truc. Hum, On hum. fait ça pour qu'il y ait des vrais trucs qui sortent, on fait pas ça pour la beauté de faire des workshops. Et malheureusement, des fois, j'ai l'impression que la séduction d'un moment workshop chez certains clients est plus forte que en fait, le fait de se dire mais il faut que ça s'inscrive dans une vraie démarche de production d'outils, quoi. Alors moi j'ajouterais peut-être que ce qui peut être intéressant aussi, c'est chez certains clients, ça peut être. Moi, j'ai pas fait beaucoup hein, Mhm. de design sprint, je suis plutôt, on va dire, novice. Ouais. Mais effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est que ça déclenche quelque chose aussi chez le Oui. client. C'est-à-dire cet aspect de se dire, ah, on fait du design, on fait de la conception. Mhm. Et puis, du coup, bah, ça déclenche une envie aussi d'aller plus loin, de Peut-être. débrancher, d'agir autrement, de concevoir Mhm. autrement, de poursuivre dans cette démarche-là.
Et donc ça peut être intéressant et je pense qu'il y a pas mal de PME ou de PMI ou d'autres qui n'ont pas vu des designers depuis très très longtemps. C'est possible, ouais. Et justement, ils ont aussi besoin de cet accompagnement. Voilà. Non, mais je pense que ce que tu viens de dire est extrêmement pertinent et que le sprint, ça offre quelque chose qui est à la croisée du séminaire, de l'atelier, de la formation, de la conférence, qui fait que ça peut être un prodigieux moment de sensibilisation pour insuffler des dynamiques nouvelles, des outils nouveaux, donner envie aux gens d'aller voir plus loin. C'est juste que, selon moi, il faut être clair. C'est-à-dire que soit tu le vends comme ça en disant c'est une immersion et limite le cas d'usage, ça peut être sur un produit à vous, mais en définitive importe assez peu parce que l'idée c'est plus et ça c'est plus de la formation. Et il m'arrive de faire des faux sprints entre guillemets. Par exemple, moi je fais de la sensibilisation au design thinking en 2 jours. J'utilise un cas fil rouge fictif où je demande aux préalablement participants d'aller se documenter sur une situation d'usage particulière qu'on va réinvestiguer ensemble. Et bien sûr, la qualité des livrables qui sort est nulle, parce qu'en 2 jours, avec des novices, tu vas pas changer le monde, mais on s'en fout, parce que ils ont fait les exercices, ils ont fait les démarches, ils ont les templates, ils ont les petits, ils ont posé des questions, donc ils ont le toolkit, ils vont être capables de le refaire. Mais je vends pas le fait qu'ils vont réinventer la roue en 2 jours. Et par contre, pour moi, dès que tu fais un sprint qui a pour ambition de produire quelque chose d'utilisable, pour moi, il faut une recherche béton et un diagnostic béton au départ. Il faut impliquer la production aval pour qu'ils viennent nous dire « sortez-nous les trucs comme ça », voire même qu'ils puissent prendre parti pour qu'à un moment donné, quand il faudra, si tu veux, un décisionnaire et puis des critères vraiment d'éligibilité les plus stricts possibles, ils puissent dire « ça, c'est à notre portée en termes de production. Ça, les gars, je ne sais pas ce que vous avez fumé, mais c'est beaucoup trop loin, tu vois ?» Parce que sinon, après, tu as quoi? Tu as des maquettes. Moi, combien de fois ça m'est arrivé en bossant avec des agences? Tu fais des trucs, tu n'as pas des specs, tu as un mauvais brief de départ, tu fais des maquettes cliquables, parfois interactives, avec des micro-interactions, des trucs géniaux, puis tu vas voir le dev, et le dev il dit mais il n'y a pas de librairie qui sait faire ça dans le framework que le client il a pris. Et tu fais ah, bon bah c'est con alors. Et il fait bah ouais, mais tu serais venu me demander, moi je t'aurais dit qu'il fallait pas utiliser ces mouvements ou ces trucs-là, parce que la techno que le client veut utiliser, voilà, elle sait pas faire ça. Et tu fais, ah c'est con, on aurait peut-être dû demander au techos. Et voilà, parce qu'en fait, une maquette ne change pas le monde. Derrière, voilà, c'est l'équivalent de la maquette 3D et le building, quoi, au moment où il faut construire. Moi, j'ai une anecdote que j'adore raconter, mais pour moi, qui illustre tellement ça. J'ai un très bon ami qui s'appelle Bernard, qui est architecte. Un jour, il est sur un chantier, et il y a, tu sais, le gars qui pose les parpaings, puis il est à moitié en pleurs, tu sais, type crise nerveuse. Puis, généralement, c'est des gars, tu vois, je sais pas trop. Il fait, bah ça va, bonhomme, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et là, il montre le plan, il fait, mais Bernard, depuis qu'ils font ça à l'ordinateur, ces abrutis. Et là, il lui montre un mur, si tu veux, c'est une courbe, tu vois, c'est une sinusoïde. Tu vois, d'accord, fait, Bernard, c'est des parpaings. Qu'est-ce que tu veux que je foute? À un moment donné, c'est des segments rectilignes de 50 cm, tu vois. Moi, je vais faire mon max, tu vois, mais ça va pas être aussi beau que sur le plan. C'est des parpaings, tu vois. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu vois? Et c'est là, tu te dis, mais oui, c'est con, pourquoi les logiciels, ils prennent pas en compte que quand tu tires des lignes à l'architecture, tu devrais intégrer le fait qu'il y a des segments indivisibles de 50 cm à qui tu peux pas faire des courbes, tu vois. Et tu dis, c'est la physique. La physique bat le plan, tu vois, tout le temps. Et pour moi, ok, la technique bride, ok, il y a beaucoup de contraintes dans les entreprises, ok, il faut s'affranchir de plein de trucs, mais il ne faut pas non plus promettre qu'on va faire un atelier brainstorm de dingue et imaginer des trucs de fou, parce qu'à la fin, il y a des vrais gens de la vraie vie qui vont être capables de livrer. Et pour moi, c'est encore trop faiblement inclus. Ou alors, quand tu fais du sprint qui doit sortir du tangible, il faut avoir backupé ça en amont, quoi, pour pouvoir dire, dans 5 jours, je ne sais pas ce qui sortira, mais on saura le faire. Ça sera à la portée de vos équipes. Ok, alors donc pour toi, un design sprint, c'est une étape parmi tout un processus, une méthodologie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ce n'est pas la substitution du design centré utilisateur. Pour moi, la valeur du sprint qui existe et que je reconnais à 1000% parce que je l'utilise moi-même, c'est un pont entre la recherche et la production. Et c'est une façon géniale, ludique, immersive, qui est inspirationnelle, de mettre des gens tous ensemble et de dire « Ok, en fait, on sait ça, donc on se mettrait tous d'accord qu'en fait c'est ça, donc on pourrait explorer qu'on pourrait faire ça et on serait d'accord que c'est la piste à retenir, donc maintenant on va pouvoir faire des tests et produire. » Et là où c'est génial, c'est qu'effectivement, si tu fais pas ça, entre les mails et les réunions qui se décalent, dans 90 jours, ils ont toujours pas décidé, tu vois. Donc ça, mais attention, parce que si le diagnostic est foireux, l'intention de départ, elle est mal spécifiée, les gens ne savent pas pourquoi ils bossent et donc ça part dans toutes les directions. Et si on n'a pas correctement paramétré les contraintes de prod et les personnes qui vont être récipiendaires de ce qui sort, ben, on va trop loin dans l'espace, les gars reçoivent des trucs et ils font mais ça coûte des millions les gens, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Et donc pour moi c'est super utile si l'amont est bien validé et si l'aval est bien prévu. Et alors là ça peut devenir un outil prodigieux.
mais il ne faut pas vendre au client le fait que 5 jours suffisent à tout remplacer. Ah oui, non, on est Il bien faut une d'accord. recherche utilisateur et il faut un suivi de prod béton, quoi. Et ça, le sprint le remplace pas pour l'instant, quoi. D'accord, ok, on est bien d'accord. Et donc, concrètement, tout à l'heure tu parlais des 5 jours mis en place par Google Venture et puis Jack Knapp. Ouais. Est-ce que c'est le moment béton qu'on doit pas, j'allais dire dépasser, mais non, mais qu'on ne doit pas réduire? Est-ce qu'un design sprint doit faire obligatoirement 5 jours? Non, non, rien ne doit faire obligatoirement 5 jours. En fait, toute la question, c'est quoi? En fait, moi, je le vois comme ça. Alors, je te fais un petit dessin en même temps. Si tu veux, tu feras une photo, puis tu le mettras en dessous. Voilà, exactement. Mais tu vois, c'est tout bête. C'est en fait, quand tu fais une démarche de conception accélérée comme un sprint, en fait, tu as 3 questions. C'est toujours les mêmes. Bon, il y a un commanditaire qui va payer pour ça, qui va payer pour toutes ces bêtises. Donc lui, il paye le designer, il paye les gens qui vont être là, il paye les salaires de tout le monde, il paye même la production de ce qui va sortir à la fin. Donc lui déjà, il a une attente en termes de stratégie, il a une attente en termes de changement qui motive son investigation, qui motive le fait qu'il paye plein de gens pour concevoir un nouveau truc. Donc lui, il veut quelque chose, un différentiel. Déjà, la personne qui paye pour ça, mais qu'est-ce qu'elle... Alors elle s'en fout que ça soit vert, bleu, long, petit, gros, mais elle veut que ça serve à quoi en fait? C'est quoi le bénéfice escompté à la sortie du truc? Déjà, si on n'est pas capable de situer la démarche de conception comme au service d'un plan stratégique plus large, on bidouille et on s'amuse, mais on va sauter. La première coupe budgétaire, on va sauter parce qu'on ne va pas être capable de défendre la valeur de ce qu'on fait. Ensuite, la deuxième question, en fait, moi je commence par la fin. Je dis à la personne qui me demande de faire un sprint, ce qui va sortir de ce sprint, l'output du sprint, est nécessairement l'input de quelqu'un d'autre. Qui est cette autre personne? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'on sait qui c'est? Est-ce qu'on connaît son enveloppe? Est-ce qu'on connaît ses contraintes? Est-ce qu'elle a un technicien ou 1000 techniciens? Est-ce qu'elle va pouvoir développer tout ça en 3 mois ou plutôt en 1 an? Parce que forcément, ça sert à rien qu'on fasse des specs s'il n'y a personne pour les lire en face et produire. Absolument, oui, tout à fait. Et donc, si ça reste dans les cartons, on est bien d'accord. et mon Dieu, et ça c'est, enfin tu vois, c'est le truc, c'est la tarte à la crème par excellence, le proto qui reste dans le tiroir du boss qui s'est bien marré avec 5 minutes et que plus personne ne voit jamais, et tu dis tout ce temps perdu. Et donc voilà, donc après c'est dire, et donc moi si tu veux, moi, et ça c'est un truc de dingue parce que habituellement, voilà, bon, je vais trahir aucun secret. Donc les designers interactifs et la tech se tirent la bourre depuis des années et se charrient mutuellement. Mais si tu veux, moi j'adore cette position-là. Je vais voir la responsable de prod, et je dis, je suis à votre service. C'est-à-dire, moi, tout ce que je fais n'est intelligent que si vous savez le lire, le décoder et vous en servir. Si vous, ici ça bloque, si vous dites, en fait, c'était pas possible, on sait pas lire ça, on n'a pas les moyens, tout ce que je fais avant disparaît du jour au lendemain. Donc en fait, en vrai, si on raisonne en termes d'utilisateurs, tous les utilisateurs et utilisatrices des designers du monde sont en fait la production. Si la production ne suit pas, ça ne suit pas. Et une fois que j'ai bien compris ce qu'ils attendent de moi, alors eux, ils s'en foutent de ce qu'on va livrer, mais il faut que ça soit dans ces formats-là pour qu'ils puissent le lire, le comprendre et savoir quantifier combien ça va coûter, tout ça, etc. Là, la troisième question, c'est qu'est-ce qu'on a? Alors là, tu ouvres grand l'armoire et tu dis, c'est quoi les insights à date? Et là, tu tombes sur des personas magnifiquement faits. Tu dis, mais comment avez-vous obtenu ces personas? Les mecs font en une réunion d'une demi-journée où on a balancé tous les lieux communs et tous les clichés qu'on avait sur nos clients, mais qu'on n'est jamais allé vérifier. Tu dis, est-ce que c'est bien pertinent, les enfants, de faire un atelier de conception à propos de personnes qui n'existent pas, qu'on n'a jamais vues, et à propos desquelles on a mis plein de préjugés ensemble sur une feuille qu'on appelle un persona? Ou est-ce qu'on n'appellerait pas des vrais gens de la vraie vie, 5 ou 10 au hasard, qu'on prendrait la peine de rencontrer avant, juste histoire d'être sûr que c'est bien ça qu'ils veulent? Non, c'est trop compliqué ça. Ah oui, non, on va à un atelier, nous, parler à des vrais gens de la vraie vie, c'est chiant, il faut prendre rendez-vous, tout ça. Donc, voilà, c'est... Donc toujours la même chose en fait, intention du décisionnaire, forme attendue du livrable, et puis qualité de l'insight, qualité de l'input, parce qu'en fait, si on rentre avec des préjugés pour servir des personnes qui n'existent pas et qui ont des besoins qui n'existent pas, et même si on fait un super workshop, malheureusement, la sortie, je ne garantis pas la sortie. Et donc une fois qu'on a ces 3 trucs-là, après voilà, comment on va orchestrer le temps, les ressources et les personnes qu'on a au milieu pour faire sortir de leur tête et les aligner conjointement sur l'ensemble des trucs qui nous manquent à date et qu'il est nécessaire de trouver pour qu'on puisse faire les specs pour la prod. Et là, là oui, ça peut durer une journée si c'est très court, ça peut durer 5 jours, moi j'en ai fait un de 10 jours, ça peut durer 10 jours, avec du studio au milieu. D'accord. Donc là c'était génial, c'était excitant à mort. Tu fais le workshop, en fait
Bon, je le ferai plus aujourd'hui, j'étais jeune. Et on faisait les 3-8. Donc, du coup, on faisait le workshop et on avait une équipe en différé qui réalisait ce qui sortait du workshop. Donc, c'est génial parce que tu bosses avec 24 heures de retard. Le workshop livre des trucs. Toi, tu fiches, tu dis on bouge plus. T'envoies ça au studio. Tu fais la deuxième journée. Et la deuxième journée, le studio fait le beau de la première journée, tu vois. Ça, c'est génial. Et donc, tu mets un peu de studio au milieu et tu reviens avec des rendus. Ils ont halluciné sur la qualité des livrables. Ça, ouais, je me doute. Ouais, je le ferai pas. Enfin, je le ferai plus. Aujourd'hui, je le fais plus. Parce que tu commences à 4h du mat, tu finis à 23h, c'est compliqué. Ou alors peut-être avec un hackathon ou quelque chose comme ça. Ou à plusieurs, ouais. Mais, et donc voilà, une fois que tu as ça, en fait, une fois que tu as ces 3 questions, parce qu'avant, tu peux rien faire en vrai. Bah oui, là, bon, bah ton workshop, il dure combien de temps, il implique combien de personnes, il mobilise combien de ressources, il se passe où, il va être séquencé, et parfois tu vas découvrir qu'il est plus pertinent d'en faire une première moitié, de faire ensuite du boulot en chambre de retraitement en studio ici, puis d'en faire un deuxième, puis pourquoi pas de faire du boulot de retraitement où tu n'as pas besoin qu'il soit là, puis de faire les tests, tu peux le séquencer. On est des designers, on a le droit de designer des workshops, on a le droit de leur donner la forme qu'on veut, à partir du moment où c'est justifié parce que ça sert mieux l'objectif du workshop proprement. Mais la plupart des workshops qu'on me propose de mettre en place aujourd'hui, en fait, et moi ça m'effraie beaucoup. Il y a des clients qui veulent des sprints pour dire qu'ils ont fait des sprints. Mais en fait, quand tu les interroges, tu dis mais non, il ne faut pas les prendre ceux-là. Tu leur dis n'utilise pas ton argent comme ça en fait. C'est limite, utilise plus ton argent dans la recherche, utilise plus ton argent avec une agence de design ou un studio qui va vraiment t'aider, utilise plus ton argent dans la clarification de ton objectif stratégique. Ça sert à rien de faire un sprint si t'es pas clair de ce que t'en attends à la sortie, quoi. Sinon, bah, en plus, c'est super, parce qu'il faut pas, tu sais, faut pas déconner. Hein. Il y a 5 ou 10 ans, il y a eu tout le truc des forums ouverts, l'intelligence collaborative, etc., où tu fais venir des gens, ils s'expriment, ils brainstorment, ils font des trucs. Bon, là, dans le sprint, ils utilisent leurs mains en plus, c'est bien, mais ces gens-là, s'ils viennent une fois, puis qu'il n'y a rien qui sort dans la vraie vie, la deuxième fois, ils font traîner les pieds. La troisième fois, ils viendront plus. Ils diront, bon, bah, c'est encore une messe incantatoire où on a fait des exos. À la fin, il y avait un truc, on nous a promis que ça deviendrait vrai. En fait, il n'y a jamais eu de budget depuis le départ. Et bon, bah, c'est comme ça que tu décrédibilises toute une démarche. Donc moi, je m'inscris vraiment très fortement, véhément contre ça, en disant, n'en abusez pas, faites-le dans un cadre où il va en résulter quelque chose de tangible, parce que sinon, vous décrédibilisez tout, quoi. D'accord, ok. C'est intéressant parce que je ne savais pas qu'il y avait quand même des clients qui pouvaient t'appeler, toi ou d'autres designers, juste pour dire on a fait un design sprint, ça sert à rien, mais bah, on a de l'argent, on a du temps. Bah, alors, ils ne le disent jamais comme ça. Oui, si bien sûr, bien sûr. Et souvent d'ailleurs, il peut y avoir de la malhonnêteté de certaines agences qu'ils ont rencontrées et certains designers qu'ils ont rencontrés. Et je ne nommerai personne parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. Mais si tu veux. Comment ça? Mais non, mais c'est parce que si tu veux. Je plaisante. Mais non, mais c'est normal. D'un côté, tu as des abrutis comme moi qui vont voir des clients en disant il faut faire de la recherche centrée utilisateur, il faut rencontrer des panels de gens, il faut collecter des insights, de la donnée pour avoir des diagnostics clairs, il faut connecter au terrain. Mathias, il dit, on va relire votre comptabilité, on va trouver les insights chiffrés, etc. Enfin bref, il faut faire un vrai travail de documentation pour avoir une vraie image claire de ce qui se passe, pour être capable de délivrer des produits, des services tangibles qui font du résultat. C'est long, c'est compliqué, c'est risqué, c'est complexe et tout le monde va s'engueuler. Tu dis, mais c'est normal, on va changer des trucs, donc tout le monde va se taper dessus, ça fait partie du processus. Puis de l'autre côté, tu as des gens qui disent, alors, c'est pas Steph, je t'aime Steph, c'est pas d'autres, mais des gens qui arrivent et qui disent, j'ai un atelier magique de 5 jours, t'arrives les mains dans les poches, t'as rien préparé, et au bout de 5 jours, tu auras une maquette cliquable qui sera la bonne, et après, tu pourras la mettre en production et tu auras créé un produit génial qui va aider des gens. Et là, tu dis, mais alors, ton client, il fait, oula, il y a le truc compliqué et cher d'un côté, puis de l'autre côté, il y a 5 jours et tout. Il y a 5 jours. Voilà. Et donc, c'est comme les régimes miracles, si tu veux. Le client, c'est normal qu'il se laisse tenter. Mais les charlatans qui dévoient le sprint de cette façon-là ne se rendent pas service parce que dans 3 ans, plus personne ne voudra en faire, et ne nous rendent pas service parce que du coup, après, les gens, ils viennent te voir en disant, ah, mais le design thinking, le design centralisateur, j'ai essayé, c'est de la merde. Ouais, enfin, on a fait le truc de 5 jours, ça marche pas ce truc. Ouais. Je dis, ouais, bon, oui, effectivement, vu comme on vous l'a vendu et vu les fausses promesses qu'on vous a faites et vu la faible préparation que vous aviez et la faible qualité de produit en sortie, oui, il est normal que ça n'ait pas marché, quoi. On vous a juste arnaqué de 5 jours. D'accord. Et tu as donc déjà récupéré ce type de client qui a eu des problèmes comme ça avec. Ça m'arrive, ouais, malheureusement, c'est des gens qui viennent nous voir, on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent et oui, non, il y a des. Mais si tu veux. Alors, ça c'est génial, il faut voir Cargo Cult. Ça, faut taper immédiatement Cargo Cult dans Wikipédia, aller voir ce que c'est. Mais c'est normal. C'est les modes managériales et il y a plein de modes dans les grandes entreprises ou même dans les petites organisations qui sont particulièrement néfastes, où des gens veulent des choses parce que c'est la mode.
et parce que c'est vendu comme le dernier truc miracle qui vient de sortir. Pensez au régime miracle tous les 6 mois qui change, ou au scam pour devenir riche sur Internet. Tu vois, il y a 2 ans, il fallait faire du dropshipping. Maintenant, plus personne n'y croit, puisque tout le monde a essayé, ça marche pas. Sauf pour 1% d'abrutis qui vend les formations dropshipping. Donc forcément, maintenant, tout le monde essaye un nouveau truc. Tu vois, il y a 2 ans, il y a 1 an, il fallait faire du Bitcoin. Mais là, c'est trop tard. Et donc, de la même façon, il y a plein de gens qui ne comprennent pas vraiment ce qu'est la conception centrée de l'utilisateur et le design et une démarche de conception d'une façon générale, mais qui se laissent séduire par des personnes qui les induisent en erreur en leur faisant des promesses irréalistes, en disant j'ai un workshop magique, j'ai un atelier génial, et donc et ça coûte pas cher, et on n'a pas besoin de beaucoup bosser et beaucoup préparer, et à la fin ils sortent des trucs super. Mais sauf que non, parce que si tu veux, quand tu fais ça, ben, tu sais, on le sait, le diable est dans les détails, et c'est au moment de l'atterrissage parce que quand t'es en vol, c'est cool, mais quand il faut aller poser le coucou dans l'aéroport, bon, bah si ça passe pas à la porte, ça passe pas à la porte. Et donc, c'est au moment de refoutre le projet dans la réalité opérationnelle que là, on voit si on a bien pensé au fait qu'il est docké ou pas docké. Et en fait, bah, pour qu'il soit bien docké, il faut avoir fait ses devoirs, il faut avoir bossé. Et donc, bah, forcément, oui, nous, des fois, on tombe sur des clients qui disent, alors, ils le disent pas comme ça, mais entre les lignes, ce qu'ils disent, c'est oui, je me suis bien fait enfler, quoi. Par des gens qui, en fait, m'ont fait des promesses irréalistes en s'axant sur le design comme un truc miracle. Et moi, je le dis, le design, c'est pas un truc, mais tu le sais. Ouais, bien sûr, tes auditeurs le savent. Le design, c'est pas un truc miracle. C'est une démarche d'investigation de problèmes où tu passes ton temps à te planter et à dire waouh, qu'est-ce que j'étais con. Heureusement qu'on n'a pas commencé le projet et qu'on a fait cette enquête pendant 3 semaines parce que, en fait, j'ai appris plein de choses sur les gens que je ne soupçonnais pas et où, en fait, tu clarifies ce qu'il faut faire au fur et à mesure que tu avances en le faisant, où tu remets 1000 fois ton travail en question, où tu finis jamais là où tu avais prévu d'aller dès le départ. C'est compliqué, c'est sinueux, ça coûte du pognon, ça coûte du temps. Et toute personne qui te dit non, 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 c'est magique, c'est 5 jours, tout, mets 100 balles là. Bon, ben voilà, mais c'est vrai pour tout si tu veux, mais ça n'échappe pas à la règle, ça ne fait pas exception, quoi. Il y a des gens qui s'en servent très mal et qui le vendent très mal. D'accord, ok. Est-ce que dans les ateliers, en tout cas lors des design sprints, est-ce qu'il y a peut-être une une méthode particulière que tu voudrais partager avec nous, ou alors peut-être des ateliers que tu préfères faire, ou d'autres choses qui pourraient intéresser un peu tout le monde, s'il te plaît. Alors, il y a plein de choses. Alors, tiens, tu mettras un jingle autopromo, tu sais. Instant autopromo. Alors, si vous aimez les ateliers et les méthodes et les exercices qu'on peut faire à des gens dans des workshops, il se trouve que j'ai une newsletter qui s'appelle Design Thinking Alumni. Les alumni du Design Thinking. Et quand vous allez là-dessus, il y a un blog avec toutes les ressources que j'ai postées. Vous pouvez vous abonner à une newsletter et du coup, tous les mardis, vous allez en recevoir. Parce que moi, je fais de la curation, j'en lis plein, je sélectionne ceux que je préfère et je les poste. Donc là, je ne vais pas vous dire ça à l'oral, vous en avez déjà 50 ou 100 déjà postés. Donc allez faire votre marché, prenez tout, c'est pour vous, c'est chouette. D'une façon générale, moi, il y a quelques petits trucs que je garde du Design Sprint de Jake Knapp, que j'aime bien, et des principes fondamentaux que je pense qu'il faudrait mettre plus souvent dans les démarches de conception. Le premier, c'est la notion en fait de séquencement entre les phases de divergence et convergence, et c'est notamment le brainwriting plutôt que le brainstorming. Donc cette idée qu'à un moment donné dans la conception, en fait, quand tout le monde a bien compris un diagnostic commun et s'accorde à dire le modèle de représentation il est bon, on voit la même chose, on partage les problèmes qu'on voit, ok, stop, et là, hop, et là c'est contre-intuitif, la première fois ça fait peur à beaucoup de gens, tu dis non, 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 les 15-20 prochaines minutes, personne ne parle à personne. Restez bien dans vos têtes, griffonnez des trucs, inventez des trucs. Ne cherchez pas à débattre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aussitôt que les gens vont commencer à échanger, ça c'est un truc, moi je m'en sers tout le temps maintenant, leurs mains ne bougent plus. Donc en fait, ils bossent plus. Tu sais, les gens tout seuls, ils te font des maquettes, des machins, des trucs. Après, ils montrent tour à tour sans s'interrompre mutuellement pour que chacun ait bien compris. Ouais. Parfois, ils font des tests et il faut itérer sur le modèle. Mais si tu les laisses trop parler entre eux, eh ben, ça ressemble à Monsieur Bourdin, j'ai plus de que vous et tout. Et là, tu dis, bon, en fait, ça fait 25 minutes que vous parlez, mais personne n'a proposé une incrémentation sur le bidule, en fait. Vous avez arrêté de bosser. Ils bossent avec la bouche. Et donc, en fait, ce séquencement perpétuel comme ça, entre des phases de génération individuelle, des temps de partage, à l'issue desquels tu dis à tout le monde maintenant, explicitez ce que vous changeriez, reprenez 20 minutes pour changer ça individuellement, puis revenez vous le raconter, je pense que c'est l'un des trucs les plus puissants et les plus efficients que j'ai vus. Cette idée en fait de, on partage un diag, chacun imagine des trucs dans son coin, tout le monde partage, tout le monde a bien compris, on ne débat pas, chacun itère sur les idées des autres et fait une nouvelle génération, dans son coin tout seul, on partage, et je pense que ce séquencement en 3 étapes comme ça qui se répète, moi je l'ai observé, je l'ai beaucoup utilisé, ça permet de multiplier, dès que tu coupes les débats en fait,
qui en fait, en vrai, la plupart du temps, ne servent littéralement à rien, parce que c'est pas le débat qui a raison, c'est le test. À la fin, on va aller tester ça sur quelqu'un, on va voir. Et tu gagnes un temps fou. Ça, vraiment, voilà. Séquencez bien les temps où vous faites bosser les gens sur de la génération d'idées et les temps de partage, et empêchez-les le plus possible de mélanger les deux. D'accord. Voilà. C'est au moins une idée au moins que je retiendrai également. Est-ce que tu as d'autres, comment dire, ou je sais pas, des ateliers que tu voudrais nous parler ou recommandations à part ce qu'il y a sur ta newsletter ou quelque chose que... Il y a un truc, ça c'est un exercice génial. Je m'en suis servi avec Steph parce qu'il a eu la gentillesse de m'inviter sur un des sprints qu'il animait pour une grande marque en fin d'année dernière. D'accord. Et je lui ai amené cet exercice-là qu'il ne connaissait pas et j'ai dit tiens, tu vas voir, ça introduit un exercice d'une autre façon. C'est une vidéo très puissante, stupide mais très puissante. C'est un TED Talk, je l'ai relayé sur Design Thinking Alumni, de Tom Wojcik, qui est concepteur notamment pour Katia, 3ds, tout ça, et qui fait des logiciels assez élaborés, et qui fait un exercice tout simple, il dit aux gens, dessinez-moi comment vous faites un toast. Ça, je ne sais pas si tu as vu ça. Non, j'ai pas vu ça. C'est assez génial. En fait, la conférence est très drôle, elle dure 8 minutes, et c'est très bien amené, en fait. Tu dis aux gens, dessine-moi comment on fait un toast. Les gens, bon, déjà, ils disent, mais clarifie un peu, tu vois, clarifie la date. Tu dis, non, le truc de pain grillé qu'on appelle un toast, tu vois, bah, dessine-moi comment on fait. Alors, les gens, ils font, bah merde, et tout. Ils disent, non, vas-y, parle pas à ton voisin. Puis ils dessinent, et en fait, rapidement, sans se concerter, ils dessinent des trucs qui se ressemblent beaucoup, mais sur beaucoup de dimensions différentes. Et qui sont quoi? Des nœuds et des liens. Donc, en fait, j'en sais rien, moi, un petit bonhomme. Puis en fait, il prend une tartine dans un truc, puis il le met, puis il appuie sur le toaster, machin. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du process, c'est du séquençage d'action, c'est du storyboard, c'est du scénario, mais ils en ont pas conscience. Puis après, ils montent tous leur dessin, puis ils font bah merde, on a tous fait la même chose. Et là, tu balances la vidéo et le gars explique et il dit bah oui, parce qu'en fait, la façon intuitive de raisonner de l'être humain, c'est raconter des histoires avec des séquences d'action qui se suivent logiquement. Comme il a fait ça, il s'est passé ça. Et qu'en fait, on représente tous intuitivement les choses de la même façon, c'est-à-dire, bah oui, des causes-conséquences, causes-conséquences. Puis après, il montre ce qui se passe quand tu fais bosser des gens ensemble et que tu fais ça sur des modèles amovibles. C'est-à-dire que tu veux dire que les participants en fait font carrément un storyboard. Alors, ils le font individuellement sur leur feuille au début. Fait, Et après, en fait, ils montrent ce qui se passe quand tu fais faire cet exercice, non pas sur une feuille, mais en utilisant des post-it et où la personne peut déplacer les post-it en même temps qu'elle écrit. Et là, d'un seul coup, tu comprends la logique d'itération. Parce que ça devient tangible. Tu dis, bah oui, comme il ne sait pas ce que c'est, mais qu'il invente le modèle au fur et à mesure qu'il le spécifie, des fois il se rend compte qu'il manque des étapes, donc il écarte des post-it, il en rajoute un. Des fois il se rend compte qu'il y avait un truc au début, il le rajoute au début, en fait. Et tu vois ce modèle évoluer en temps réel au fur et à mesure que la personne... Et c'est un exercice débile, mais en quelques minutes de temps, tu comprends plein de principes fondamentaux. Et à la fin, et après il leur montre, il dit, voilà ce qui se passe quand 8 personnes le font, et à la fin établissent un modèle commun, extrêmement documenté, qui peut compter plus de 25 étapes, et qui est extrêmement granulaire. Pourquoi? Parce que chacun, à partir d'une même consigne, a imaginé des étapes intermédiaires ou des spécificités légèrement différentes de ses voisins, et le fait de pouvoir réunir tout ça dans un modèle unifié, ça permet en quelques minutes de temps bien utilisé d'arriver à un truc très spécifié, très complet. Et il dit ça marche pour le toast. Et il dit maintenant on va faire ça avec l'expérience de votre boîte. Et il monte des workshops où ils le font. Et là, d'un seul coup, c'est un excellent exercice pour introduire le moment, alors je ne sais plus comment Jack Knapp l'a appelé, et là j'ai filé le bouquin à quelqu'un, donc tant pis, mais le moment où tu fais le storyboard et la scénarisation du service. Parce que moi j'ai réalisé que la consigne, elle était un peu abstraite, et des fois ils ont vachement peur, parce qu'il faut raconter une histoire, il faut dessiner, ils ont peur. Et moi je me sers de cet exercice-là comme introduction au truc pour qu'ils comprennent directement pourquoi c'est utile. Et comme souvent c'est des gens très rationnels, dès qu'ils ont compris, ils font « Ok !» et après ils n'ont plus peur, ils y vont. Et ça, on obtient des scénarios généralement beaucoup plus longs, beaucoup plus documentés, parce que ils sont moins sur la retenue, ils ont moins peur, généralement. D'accord. Et donc ça, tu l'avais expérimenté avec Stéphane Cruchon. Oui. Il y avait combien de participants? Alors, c'était de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, je dirais 25 à peu près. Ah oui, d'accord. Donc, c'était un gros format. C'était pour ça, en fait, c'était à Paris déjà. Puis Steph, il a dit, ils sont 25, c'est quand même 2 fois plus que d'habitude. Puis comme il est super gentil, il a dit, puis ça fait des années que... Parce que moi, Steph, je l'ai rencontré tout récemment à la conf de Google, mais ça faisait des années qu'on se parlait sur Internet. Puis il a dit, bah viens, on va bosser ensemble, ça sera l'occasion. J'ai dit, ah bah c'est gentil, et donc, et puis voilà, puis on a été faire ça pendant 2 jours. D'accord, ok, bon, super intéressant. Rémi, est-ce que tu pourrais nous citer une ou 2 erreurs que tu as fait et que tu voudrais partager avec nous, s'il te plaît? J'ai beaucoup. Alors, tu as eu la gentillesse de me donner les questions en avance, donc j'ai beaucoup réfléchi avant de répondre à celle-là. Et en fait, je vais dire quelque chose que j'avais déjà dit dans le podcast d'Alexis Minkela, Tribu Indé, quand on avait discuté il y a plus d'1 an, lui et moi. Moi, j'ai une conviction très forte.
c'est qu'en fait, quand tu es indépendant, quand tu es freelance, quand tu es à ton compte, quand tu as une position d'expert qui est sollicitée par quelqu'un qui vient te voir parce que tu en sais plus que lui et parce qu'il attend de toi que tu maîtrises une démarche pour l'accompagner vers un résultat, le problème, c'est que cette personne te paye, ton client te paye, et donc forcément, sans dire qu'il y a une forme d'autorité, il y a forcément un ascendant parce que c'est lui le payeur et c'est toi qui lui donne. Et moi, je suis persuadé, et voilà, que les freelances les plus doués, les freelances dont on se rappelle le plus, ceux qui amènent le plus de valeur, ils empêchent leurs clients de faire des conneries. C'est-à-dire que le client te paye, plus le client te paye cher, plus il va essayer de s'aborder le projet en te demandant de rajouter dedans des choses qui n'étaient pas prévues, en changeant de décision à la dernière minute, en ayant peur de ce que vous êtes en train de faire, donc en te demandant de rétro-pédaler. Et plus toi, ton boulot, et c'est pour ça que tu es payé en vrai, c'est pour l'empêcher lui-même de détruire le fait que le projet avance bien et qu'on aille dans la bonne direction. Parce que forcément, plus tu avances, plus ça va lui faire peur. Et c'est normal, parce que quand vous allez... Lui, tant que c'est pas posé sur la table, il n'a pas l'impression que ça existe, et surtout, il ne sait pas si son boss sera content. Et donc forcément, son stress va augmenter. Plus tu te rapproches du moment où ça sera posé sur la table, plus son stress va augmenter. Et moi, je dirais, les erreurs que j'ai faites, surtout au début, j'ai dit oui à trop de trucs qui n'avaient rien à foutre là. Donc il y a des ateliers, je dirais pas que je les ai sabordés, mais il y a des trucs où le client m'a dit, par exemple, à un moment donné, il faut que tel directeur général vienne avec 12 autres mecs dans l'atelier, etc. Et bon, j'étais là, c'est le client, il sait ce qu'il fait, je peux pas lui dire non, j'accepte ça. Et bon, forcément, quand tu as le chef 3 plumes, tu vois, le big boss qui vient avec sa cour, t'as niqué toute l'ambiance là. Enfin, tu vois, t'en avais qui étaient en train de bosser désinhibés complet, puis ils sont là, garde-à-vous et tout. Et là, tu vois, et là, j'ai regardé le truc et je me suis dit, ok, je me suis fait avoir, je le ferai plus. Et en fait, c'est ça, c'est quelle que soit la forme de démarche, d'outils que vous utilisez avec vos clients, sachez leur dire non, sachez leur expliquer pourquoi vous n'allez pas spécifiquement vous adapter à des requêtes ou de la politique d'entreprise ou des besoins prétendument spécifiques, parce que vous êtes le garant du fait que ça délivre. Donc en fait, vous devez mieux savoir que le client et être sollicité comme un expert, c'est aussi savoir dire au client, non, c'est pas une bonne idée, on va pas le faire comme ça, je te propose plutôt qu'on le fasse comme ça. Et moi au début, mais c'est normal, hein, quand tu es tout jeune, tu débutes et tout, voilà, au début, j'ai pas su suffisamment, je pense, dire non et empêcher les clients de venir mettre leur nez dans la recette, quand la recette les regarde pas. C'est même parce qu'elle les regarde pas qu'ils te payent. D'accord, ok, super, merci. Je t'en prie. Et donc le pendant, c'est quelle réussite es-tu fier? Alors, ça c'est toujours très frustrant quand tu es sous NDA, mais moi ce que j'adore vraiment, c'est tu sprints une fois en tant qu'indépendant dans une boîte, il y a quelqu'un qui s'approprie la méthode de conception à fond, ça devient ton super fan et tout, lui il est en mode ok, c'est génial, t'as révolutionné ma vie, qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je dois faire, continue à t'envoyer des textos, des WhatsApp, toi tu lui files des bouquins, des machins, et au bout d'un moment, il donne plus de nouvelles pendant 6 mois, donc toi t'es bien, bon t'y penses plus, toi t'avances, et un jour, tu reçois des selfies. Et là, le gars, il est en train de le faire le sien, tu vois. Il est en train de faire son sprint, son atelier à lui. Il est en train d'initier une démarche de conception dans sa boîte, tu vois. Et tu te rends compte qu'il s'est accaparé le toolkit, les outils, qu'il a gagné en conviction, en confiance, au point d'aller voir ses collègues et dire « Je connais une méthode d'animation de réunion. Généralement, il n'utilise pas les mots qui fâchent ou les mots qui font peur. Est-ce qu'on pourrait tenter de le faire comme ça ?» Et ce qui est génial, c'est quand ils prennent juste 30 secondes pour prendre un selfie, une photo en disant « On le fait là, tu vois. » Et là, tu dis « Ok, c'est bon, c'est passé. » Tu vois, on parlait de sensibilisation, c'est exactement ça. C'est quand tu dis ça perdure. Ça perdure, et même s'ils en gardent 10%, ce que ça peut leur amener en valeur dans la façon d'organiser le travail et organiser la conception, c'est indépendant de ta présence là. C'est toi, voilà, tu es là, tu as fait ton taf, il en est resté quelque chose même au-delà du livrable. Et ça, c'est vraiment génial. Ah, super ça. Et ça, c'était quand là? Ça, c'était, ça m'arrive, j'ai eu la chance que ça m'arrive régulièrement, mais la dernière fois où ça m'est arrivé, c'était en novembre dernier. Et c'était une personne dans une grosse société d'assurance. Qui m'a et donc, ça veut dire que quasiment à chaque fois, tu as un super fan ou une super fan? Pas à chaque fois, non, ça serait génial. Hey, non, attends, je me suis mal exprimé. C'est bien, tu vas me permettre de faire fan de la méthode. Un fan de la méthode. Oui. Quelqu'un qui voit le truc. Tu vois, là, et, tu vois, c'est un peu, j'en sais rien, moi, si tu es un prof de sport et tu fais un cours d'initiation à une discipline, et il y en a qui fait, waouh, c'est le sport que j'ai attendu toute ma vie, et après, il te rappelle quand il est ceinture noire 3 dan, tu vois, et toi, tu fais, waouh, c'est ouf, tu vois, et voilà, ça, c'est vraiment génial quand on a un vraiment qui dit, ah ouais, en fait, c'est ça. Ah, la conception, c'est ça. Ah, les méthodes, c'est ça. Ah, mais on peut s'en resservir. Ah, je peux garder les trucs. Et quand ils en font quelque chose derrière, c'est génial. Oui, bien sûr, tout à fait.
Ok, merci. Alors pour terminer l'interview, je voudrais donc poser à Rémi les trois questions fil rouge. Ouais. Sont donc la première, dans quelle société aimerais-tu travailler ou dans quel type de société? Bah, moi, j'ai cette chance insolente de pouvoir répondre la mienne, quoi. C'est même pour ça que je l'ai créé. Et pourquoi? Ben, simplement parce que mais c'est un luxe, hein, c'est un luxe. Et bien sûr, j'ai pas été toujours aussi sélectif. Mais quand tu peux choisir tes clients, quand tu peux choisir les projets sur lesquels tu veux monter, et quand vraiment tu peux tenir des niveaux de critères, d'exigence très élevés, parce que ben, c'est à toi de le faire, quoi. Hmm. euh, c'est génial parce que tu produis un sens beaucoup plus fort dans ton travail. Et, euh, et puis, enfin, chaque nouveau truc que tu prends et où tu te dis, j'ai aucune putain d'idée de comment on va faire ça, mais tu y arrives, c'est un défi en plus, tu vois. Hmm. Et moi, avant, j'ai été salarié, j'ai bossé en agence, et il y avait toujours des compromis à faire où tu veux aller plus loin, tu veux livrer plus, tu veux faire mieux, et on te dit, oui, mais là, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget, c'est pas dans les négos. Et voilà, moi, la société pour laquelle je préfère travailler, c'est la mienne parce que, enfin, pardon, c'est la nôtre parce qu'il y a surtout Mathias dedans. Voilà, donc c'est celle de Mathias et moi-même, et parce qu'en fait, ça nous permet d'être exigeants et d'avoir des clients qui sont aussi exigeants que nous. Et ça, c'est ce que je préfère dans mon métier. D'accord, super. Qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer? De tous les autres designers du monde, Non, peut-être pas. Je sais pas, je sais pas comment t'expliquer ça, mais pourquoi je sais pas, une société, par exemple, te sélectionnerait ouais, toi, ou parce qu'ils connaissent ta ouais. personnalité, peut-être, ou ta vision par rapport à quelqu'un qui serait même plus cher, Mhm. mais qui serait, je sais pas, encore plus connu que Bah, toi, ah etc. ouais, non, Je sais bah, pas. c'est pas ça qui manque. Les gens Voilà, plus exact. connus que moi, il y en a plein. Mais, Euh, mais pourquoi, je sais pas, par exemple, ouais, qu'est-ce qui te différencie, quoi? Ben, alors ça c'est drôle parce que je suis en train de préparer une conférence là qui va avoir lieu à la crème de la crème le 19 mars chez Conto. D'accord. Et en fait, où je vais répondre à ça, c'est-à-dire, euh, moi il y a une philosophie de développement de mon activité que j'aime beaucoup, qui s'appelle la stratégie de prééminence et qui est aussi liée à ce qu'on appelle l'account-based marketing ou le permission marketing. C'est-à-dire, euh, pourquoi est-ce qu'il faut bosser avec moi? Voilà, alors ce que je dis. À toi, potentiel client, à toi, potentiel prospect derrière le haut-parleur. En fait, moi, ce que j'adore dire, et je le crois et je le fais très sincèrement, c'est mes clients d'un jour sont toujours mes clients. C'est-à-dire, moi, une fois que je suis rentré dans une relation interpersonnelle avec quelqu'un, qu'on a passé un bon moment, qu'on a bien bossé, qu'on a délivré quelque chose, ma, je continue à être au service de l'évolution professionnelle de ces personnes et surtout, comme pour moi, mon plus gros succès, mon plus gros critère de réussite, c'est qu'ils s'approprient la démarche et qu'ils soient capables d'être des ambassadeurs de ça. Et c'est pour ça que j'ai créé Design Thinking Alumni, en fait, parce qu'au départ, c'est parce que je formais des gens, et après, ils m'écrivaient des mails en disant, est-ce que tu as des bouquins, des méthodes? Alors, je faisais des trucs, puis au bout d'un moment, j'ai dit, mais t'es trop con, Rémi, t'envoies toujours le même mail, fous ça sur un blog, comme ça, il y aura encore plus de gens qui pourront l'avoir. Et c'est ça, c'est ce truc de, si on bosse, alors, voilà, je vais parler comme ma coach sportive. Si on bosse ensemble, vous allez en avoir pour tellement plus que ce pour quoi vous allez payer, mais vous allez suer. Voilà, c'est certainement pas moi qui vais faire tout le boulot, et vous allez dire il est chiant, on va faire des pecs, hein, on va bien développer le truc, hein, mais attention, hein, enfin voilà, faut bosser avec moi si tu veux vraiment le faire. Et par contre, une fois qu'on s'est connus, une fois qu'on a bossé ensemble, une fois qu'on s'est validé que c'est cool, moi je suis dans ton camp et moi je suis là pour t'aider à aller encore plus loin derrière, même si on bosse plus ensemble. C'est pas, voilà, moi c'est comme ça que je conçois mon métier. D'accord, ok, très bien. Et la dernière question, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans? J'en ai aucune idée. Donc moi, je t'ai mis la personne qui répond à cette question avec certitude est un escroc ou un inconscient. Pour moi, dans 10 ans, tu vois, à l'âge de l'Internet, c'est dans, je sais pas, c'est dans 75 ans, tu vois, enfin dans 10 ans, mais juste, t'imagines? Alors, alors là, je vais prendre une voix chevrotante de vieux et je prends mon smartphone en même temps, tu vois, mais t'imagines qu'il y a à peine plus de 10 ans, cette merde n'existait pas, tu Ah vois, ouais, et, ouais, et bien tu te sûr. dis aujourd'hui, ça a redéfini la façon dont les gens consomment à bouffer, se déplacent, rencontrent leurs conjoints, communiquent avec leurs enfants, communiquent avec leurs parents, enfin juste. Donc j'en ai aucune idée en vrai. Tu vois. Et même et le smartphone a redéfini le mode applicatif, le mode responsive, la façon dont on structure les trucs dans les écrans, enfin juste, tu vois. Donc d'ici 10 ans, mais il va se passer tellement de trucs. Moi, la seule chose qui me réconforte et la seule certitude que j'ai, c'est que j'aime tellement mon boulot aujourd'hui que je sais que
quel que soit le livrable, le support, quel que soit ce qu'il s'agit de concevoir, je serai très probablement encore dans la conception et dans l'accompagnement des gens dans leur démarche de conception. Donc ça, c'est à peu près ma seule garantie. Mais alors, pour produire quoi? Alors là, mais je serais très curieux de le savoir moi-même. Une fusée, voilà. Je sais pas. Un satellite personnel, le séquencement génomique de ton enfant, je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conclusion à cette interview, s'il te plaît, Rémi? Eh ben, c'est pas la mienne, c'est celle que quelqu'un m'a donnée il y a très longtemps quand j'ai commencé ce métier. Et en fait, ça c'est particulièrement vrai pour les gens qui n'ont pas une formation technique de base. Donc moi, par exemple, au départ, avant de faire du design, j'ai fait une école de commerce. Et il y a beaucoup de formations, d'études supérieures, où on survalorise la compréhension intellectuelle et l'usage du cerveau. Et moi, j'ai juste envie de dire, ne vous contentez pas de comprendre les trucs. Parce que comprendre, c'est bien, mais en fait, c'est surévalué, on s'en fout. Livrez, produisez des trucs avec vos mains et courez les porter au monde et les gens vont défoncer vos idées et vos produits et vos livrables et c'est très bien. Et prenez les feedbacks et en fait, faites du fait de livrer de la valeur, de livrer du tangible une habitude et impliquez un maximum de personnes et essayez de montrer le plus souvent possible votre travail parce que si vous essayez sincèrement d'aider les gens et si vous n'avez pas peur de vous prendre des baffes, il va se passer des trucs. Vous allez rencontrer des gens passionnants. Vous allez avoir de moins en moins peur de vous montrer, de vous révéler, de prendre en main des sujets que vous ne maîtrisez pas. Vous allez avoir de moins en moins peur de lire les retours. Vous allez intégrer de plus en plus les critiques, etc. pour améliorer votre travail. Et surtout, vous allez rencontrer d'autres gens aussi nerds et passionnés que vous. Et il va en résulter des trucs extraordinaires. Donc, sortez du bois. Montrez-nous ce que vous faites. Ne vous contentez pas de lire des bouquins et comprendre. Faites des trucs moches, parce que ça s'en fout, on a tous fait des trucs moches au début, je fais des trucs moches tous les jours, et courez nous les montrer, ça va être marrant, il va se passer des trucs. Eh bien, merci beaucoup Rémi pour cette conclusion, pour cette intervention dans ce podcast. Eh bien, encore merci à toi. Je t'en prie, c'était un plaisir. Eh bien, merci à vous d'avoir écouté cette interview, et je vous dis donc à très bientôt. Merci, ciao, ciao. À bientôt, bonne journée. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt.